Salut, c'est Abel. Alors, vu qu'on est en confinement et qu'on voit d'un certain côté dans les gens certains qui sont assez solidaires, ce qui est cool, et d'un autre côté d'autres qui nous prouvent le profond individualisme de notre société, ce qui est assez triste. Et du coup, je pense qu'une petite lecture peut être intéressante dans le contexte actuel. Donc, La conquête du pain de Pierre Kropotkin. Donc, je pense que je vais lire ça, hein, faire un chapitre en entier pour une vidéo, un truc dans le genre. Un peu comme Chris a fait, Dominique Papillon avec le moral anarchiste. Voilà, donc j'ai rien à foutre concrètement. Enfin, si, mais rien qui m'intéresse. Du coup, bah, je vais partir sur ça. Et puis voilà, donc excusez-moi pour la qualité audio et visuelle aussi. Donc c'est la caméra de mon ordinateur et le micro de mon ordinateur aussi. Donc si ça bouge un peu de temps en temps, c'est parce que c'est sur la table et c'est ça que et parce que c'est sur la table et que du coup la table bouge. Donc à la base, j'avais un micro, ce truc là. Voilà. Mais vu que je suis une brêle, je me suis dit pourquoi faire acheter une carte son. Voilà, ça sert à rien. J'ai un micro, une alimentation fantôme. Donc au final, une carte son, hein, à quoi ça peut bien servir? Bon, bref. Du coup, on va s'y mettre. Donc, ça peut être intéressant de commencer juste de dire la date de quand est-ce qu'il l'a fait. Voilà. Il a été publié à Paris en 1892. Alors, je sais pas si c'est la date d'écriture ou si c'est juste la date de publication en France. Mais bon. Enfin bref. Donc on va passer les préfaces et on va passer directement au chapitre. L'humanité a fait un bout de chemin depuis ces âges reculés, durant lesquels l'homme, façonnant en silex des outils rudimentaires, vivait des hasards de la chasse et ne laissait pour tout héritage à ses enfants qu'un abri sous les roches. Que de pauvres ustensiles en pierre, et la nature, immense, incomprise, terrible, avec laquelle ils devaient entrer en lutte pour maintenir leur chétive existence. Pendant cette période troublée qui a duré des milliers et des milliers d'années, le genre humain a cependant accumulé des trésors inouïs. Il a défriché le sol, desséché les marais, percé les forêts, tracé des routes, bâti, inventé, observé, raisonné, créé un outillage compliqué, arraché ses secrets à la nature, dompté la vapeur. Si bien qu'à sa naissance, l'enfant de l'homme civilisé trouve aujourd'hui à son service tout un capital immense, accumulé par ceux qui l'ont précédé. Et ce capital lui permet maintenant d'obtenir, rien que par son travail, combiné avec celui des autres, des richesses dépassant les rêves des orientaux dans leur conte des mille et une nuits. Le sol, en partie défriché, prêt à recevoir le labour intelligent et les semences choisies, à se parer de luxuriantes récoltes, plus qu'il n'en faut pour satisfaire tous les besoins de l'humanité. Les moyens de culture sont connus. Sur le sol vierge des prairies de l'Amérique, 100 hommes aidés de machines puissantes produisent en quelques mois le blé nécessaire pour la vie de 1000 personnes pendant toute une année. Là où l'homme veut doubler, tripler, centupler son rapport, il fait le sol, donne à chaque plante les soins qui lui conviennent et obtiennent des récoltes prodigieuses. Et tandis que le chasseur devait s'emparer autrefois de 100 km² pour y trouver la nourriture de sa famille, le civilisé fait croître, avec infiniment moins de peine et plus de sûreté, tout ce qu'il lui faut pour faire vivre les siens sur une 10 millième partie de cet espace. Le climat n'est plus un obstacle. Quand le soleil manque, l'homme le remplace par la chaleur artificielle, en attendant qu'il fasse aussi la lumière pour activer la végétation. Avec du verre et des conduits d'eau chaude, il récolte sur un espace donné 10 fois plus de produits qu'il n'en obtenait auparavant.
Les prodiges accomplis dans l'industrie sont encore plus frappants. Avec ces êtres intelligents, les machines modernes, fruits de 3 ou 4 générations d'inventeurs, la plupart inconnus, 100 hommes fabriquent de quoi vêtir 10 000 hommes pendant 2 ans. Dans les mines de charbon, bien organisées, 100 hommes extraient chaque année de quoi chauffer 10 000 familles sous un ciel rigoureux. Et l'on a vu dernièrement toute une cité merveilleuse surgir en quelques mois au champ de Mars, sans qu'il y ait eu la moindre interruption dans les travaux réguliers de la nation française. Et si, dans l'industrie comme l'agriculture, comme dans l'ensemble de notre organisation sociale, le labeur de nos ancêtres ne profite surtout qu'au très petit nombre, il n'en est pas moins certain que l'humanité pourrait déjà se donner une existence de richesse et de luxe rien qu'avec les serviteurs de fer et d'acier qu'elle possède. Oui, certes, nous sommes riches, infiniment plus que nous ne le pensons, riches parce que nous possédons déjà, encore plus riches parce que nous pouvons produire avec l'outillage actuel, infiniment plus riches parce que nous pourrions obtenir de notre sol, de nos manufactures, de notre science et de notre savoir technique, s'ils étaient appliqués à procurer le bien-être de tous. Nous sommes riches dans les sociétés civilisées. Pourquoi donc autour de nous cette misère? Pourquoi ce travail pénible, abrutissant des masses? Pourquoi cette insécurité du lendemain, même pour le travailleur le mieux rétribué, au milieu des richesses héritées du passé et malgré les moyens puissants de production qui donneraient l'aisance à tous en retour de quelques heures de travail journalier? Les socialistes l'ont dit et redit à satiété. Chaque jour, ils le répètent, le démontrent par des arguments empruntés à toutes les sciences. Parce que tout ce qui est nécessaire à la production, le sol, les mines, les machines, les voies de communication, la nourriture, l'abri, l'éducation, le savoir, tout a été accaparé par quelques-uns dans la cour de cette longue histoire de pillage, d'exode, de guerre, d'ignorance et d'oppression que l'humanité a vécu avant d'avoir appris à dompter les forces de la nature. Parce que, se prévalant de prétendus droits acquis dans le passé, il s'approprie aujourd'hui les 2/3 des produits du labeur humain qu'il livre au gaspillage le plus insensé, le plus scandaleux, parce que, ayant réduit les masses à n'avoir point devant elles de quoi vivre 1 mois ou même 8 jours, ils ne permettent à l'homme de travailler que s'il consent à leur laisser prélever la part du lion. Parce qu'il l'empêche de produire ce dont il a besoin, et le force à produire non pas ce qui serait nécessaire aux autres, mais ce qui promet les plus grands bénéfices à l'accapareur. Tout le socialisme est là. Voici en effet un pays civilisé. Les forêts qui le couvraient autrefois ont été éclaircies, les marais asséchés, le climat assaini. Il a été rendu habitable. Le sol qui ne portait jadis que des herbes grossières fournit aujourd'hui de riches moissons. Les rochers qui surplombant les vallées du Midi sont taillés en terrasses où grimpent les vignes aux fruits dorés. Des plantes sauvages qui ne donnaient jadis qu'un fruit âpre, une racine immangeable, ont été transformées par des cultures successives en légumes succulents, en arbres chargés de fruits exquis. Des milliers de routes pavées et ferrées sillonnent la terre, perçant les montagnes. La locomotive siffle dans les gorges sauvages des Alpes, du Caucase, de l'Himalaya. Les rivières ont été rendues navigables. Les côtes, sondées et soigneusement relevées, sont d'accès facile. Des ports artificiels, péniblement creusés et protégés contre les fureurs de l'océan, donnent refuge aux navires. Les roches sont percées depuis profond. Les labyrinthes de galeries souterraines s'étendent là où il y a du charbon à extraire, du minerai à recueillir. Sur tous les points où des routes s'entrecroisent, des cités ont surgi. Elles ont grandi, et dans leur enceinte se trouvent tous les trésors de l'industrie, de l'art, de la science. Des générations entières, nées et mortes dans la misère,
opprimés et maltraités par leurs maîtres, exténués de labeur, ont été légués cet immense héritage au XIXe siècle. Pendant des milliers d'années, des millions d'hommes ont travaillé à éclaircir les futaies, à assécher les marais, à frayer les routes, à endiguer les rivières. Chaque hectare du sol que nous labourons en Europe a été arrosé des sueurs de plusieurs races. Chaque route a toute une histoire de corvée, de travail surhumain, de souffrance du peuple. Chaque lieu de chemin de fer, chaque mètre de tunnel ont reçu leur part de sang humain. Les puits des mines portent encore, toutes fraîches, les entailles faites dans le roc par le bras du piocheur. D'un poteau à l'autre, les galeries souterraines pourraient être marquées d'un tombeau de mineurs, enlevés dans la force de l'âge par le grisou, l'éboulement ou l'inondation. Et l'on sait ce que chacun de ces tombeaux a coûté de pleurs, de privations, de misère sans nom, à la famille qui vivait du maigre salaire de l'homme enterré sous les décombres. Les cités, reliées entre elles par des ceintures de fer et des lignes de navigation, sont des organismes qui ont vécu des siècles. Creusez-en le sol et vous y trouverez les assises superposées de rues, de maisons, de théâtres, d'arènes, de bâtiments publics. Approfondissez-en l'histoire et vous verrez comment la civilisation de la ville, son industrie, son génie ont lentement grandi et mûri par le concours de tous ses habitants avant d'être devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Et maintenant encore, la valeur de chaque maison, de chaque usine, de chaque fabrique, de chaque magasin, n'est faite que du labeur accumulé des millions de travailleurs ensevelis sous terre. Elle ne se maintient que par l'effort des légions d'hommes qui habitent ce point du globe. Chacun des atomes de ce que nous appelons la richesse des nations n'acquiert sa valeur que par le fait d'être une partie de cet immense tout. Que serait un dock de Londres ou un grand magasin de Paris s'il ne se trouvait situé dans ces grands centres du commerce international? Que seraient nos mines, nos fabriques, nos chantiers et nos voies ferrées sans les amas de marchandises transportées chaque jour par la mer et par terre? Des millions d'êtres humains ont travaillé à créer cette civilisation dont nous nous glorifions aujourd'hui. D'autres millions disséminés dans tous les coins du globe travaillent à la maintenir. Sans eux, il n'en resterait que décombres dans 50 ans. Il n'y a pas jusqu'à là la pensée, jusqu'à l'invention, qui ne soit des faits collectifs, nés du passé et du présent. Des milliers d'inventeurs, connus ou inconnus, morts dans la misère, ont préparé l'invention de chacune de ces machines dans lesquelles l'homme admire son génie. Des milliers d'écrivains, de poètes, de savants ont travaillé à élaborer le savoir, à dissiper l'erreur, à créer cette atmosphère de pensée scientifique dans laquelle aucune des merveilles de notre siècle n'eût pu faire son apparition. Mais ces milliers de philosophes, de poètes, de savants et d'inventeurs n'avaient-ils pas été suscités eux aussi par le labeur des siècles passés? N'ont-ils pas été, leur vie durant, nourris et supportés, au physique comme au moral, par des légions de travailleurs et d'artisans de toutes sortes? N'ont-ils pas puisé leur force d'impulsion dans ce qui les entourait? Le génie d'un Séguin, d'un Mayer et d'un Grove ont certainement plus... Le génie d'un Séguin, d'un Mayer et d'un Grove ont certainement fait plus pour lancer l'industrie en des voies nouvelles que tous les capitalistes du monde. Mais ces génies eux-mêmes sont les enfants de l'industrie aussi bien. Le génie d'un Séguin, d'un Mayer et d'un Grove ont certainement fait plus pour lancer l'industrie en des voies nouvelles que tous les capitalistes du monde. Mais ces génies eux-mêmes sont les enfants de l'industrie aussi bien que de la science. Car il a fallu que des milliers de machines à vapeur transformassent d'année en année, sous les yeux de tous, la chaleur en force dynamique, et cette force en son, en lumière et en électricité, avant que ces intelligences géniales vinssent proclamer l'origine mécanique et l'unité des forces physiques. Et si nous, l'enfant du XIXe siècle, avons enfin compris cette idée,
Si nous avons su l'appliquer, c'est encore parce que nous nous y étions préparés par l'expérience de tous les jours. Les penseurs du siècle passé l'avaient aussi entrevue et énoncée. Mais elle resta incomprise, parce que le XVIIIe siècle n'avait pas grandi comme nous, à côté de la machine à vapeur. Que l'on songe seulement aux décades qui se seraient écoulées encore dans l'ignorance de cette loi, qui nous a permis de révolutionner l'industrie moderne, si Watt n'avait pas trouvé à Soho des travailleurs habiles pour construire en métal ses devis théoriques, en perfectionner toutes les parties et rendre enfin la vapeur, emprisonnée dans un mécanisme complet, plus docile que le cheval, plus maniable que l'eau. L'affaire, en un mot, l'âme de l'industrie moderne. Chaque machine a la même histoire. Longue histoire de nuits blanches et de misère, de désillusion et de joie, d'améliorations partielles trouvées par plusieurs générations d'ouvriers inconnus qui venaient ajouter à l'invention primitive ces petits riens sans lesquels l'idée la plus féconde reste stérile. Plus que cela, chaque invention nouvelle est une synthèse, résultat de 1000 inventions précédentes dans le champ immense de la mécanique et de l'industrie. Science et industrie, savoir et application, découverte et réalisation pratique menant à de nouvelles découvertes, travail cérébral et travail manuel, pensée et œuvre des bras, tout se tient. Chaque découverte, chaque progrès, chaque augmentation de la richesse, de l'humanité, a son origine dans l'ensemble du travail manuel et cérébral du passé et du présent. Alors, de quel droit quiconque pourrait-il s'approprier la moindre parcelle de cet immense tout et dire « Ceci est à moi, non à vous »